Je reprends la parole parce que j'ai quelque chose quand même d'assez important à partager aujourd'hui ici sur cette chaîne qui parle du deuil. Donc j'ai contacté une médium pour faire un contact défunt, ce qu'on appelle comme ça un contact défunt, pour contacter justement ma sœur jumelle. Ma sœur jumelle est morte il y a 3 ans et nous sommes séparés donc depuis 3 ans. Et effectivement, j'ai attendu tout ce temps avant de franchir cette ligne que je n'avais encore jamais vraiment franchie et qui je ne savais pas comment ça marchait, je ne savais pas si c'était du charlatanisme, si c'était sérieux, comment j'allais le vivre, etc. Donc c'est un peu tout ça que j'aimerais raconter là. Et avant toute chose, si jamais je vais te tutoyer, hein, on va aller direct au cœur du sujet parce que ce que je te partage quand même, c'est des choses extrêmement sensibles et intimes pour moi. Donc si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, eh ben, sois la bienvenue ou le bienvenu. Je te partage en fait mon expérience du deuil. J'ai perdu ma soeur jumelle donc il y a 3 ans. Elle a été malade du cancer. Elle a eu des hauts et des bas en fait. Nous avons choisi toutes les deux de suivre un protocole de médecine naturelle qui a vraiment très très bien marché pendant la majorité du temps de sa maladie. Et la 3e année, il est arrivé des tas de péripéties malheureuses qui ont aggravé la situation de façon irrémédiable. Et à la suite de ça, elle est morte. Et moi-même, j'étais pas certaine de pouvoir survivre en fait à ce deuil parce que nous étions deux jumelles fusionnelles. Mais c'est pas une blague, vraiment fusionnelles. Et finalement, les 3 années sont passées. J'ai voilà, j'ai hésité à utiliser différentes techniques pour explorer ce chemin-là, ce chemin du deuil et ce chemin de l'au-delà. Donc voilà, si c'est un sujet qui t'intéresse, bien évidemment, tu peux t'abonner à cette chaîne et je t'encourage grandement à regarder les vidéos depuis la première année parce que tu as l'année numéro 1, ensuite tu as la 2e année, la 3e année et là on démarre tout juste la 4e année. Ma soeur est morte le 5 janvier donc c'est assez facile à suivre. Et tu verras que dans la première année, j'ai posté énormément de choses parce que c'était vraiment... ma plaie était à vif en fait. Hein, et j'avais besoin de communiquer parfois même tous les jours, tous les 2 jours. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu largement réduit et jusqu'à arriver à une par mois à peu près la 3e année. Voilà, c'est un partage difficile. C'est difficile. Je sais que si tu es toi aussi en deuil, tu sais ce que c'est. C'est très difficile. On a envie d'un côté de parler tout le temps de ça et de l'autre côté, c'est comme si on ne pouvait pas. Et moi, en plus, je ne suis pas quelqu'un qui forcément partage facilement toute la question des émotions et des sentiments. Donc c'est un véritable effort que je fais ici. Franchement, c'est pas que du narcissisme, je parle de moi, je me place en victime et je me mets au centre du monde, c'est pas ça. Je le fais aussi parce que j'ai eu vraiment besoin de faire vivre notre relation de jumelles encore. Et c'est un peu de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Donc, installe-toi confortablement. Tu le sais maintenant si tu me connais depuis un certain temps que je suis bavarde. Quand je me mets à parler, eh bien évidemment, il y a une envie de parler, une envie de parler. Et ce qui est difficile, c'est de s'y mettre. Mais une fois que j'y suis, je parle. Donc, installe-toi confortablement. Je suis en train de t'emmener là dans les frontières du réel et du paranormal. Bon, cette séance contact médium, elle s'est très bien passée. Et non, ce n'était pas du charlatanisme. Et puis d'ailleurs, si ce sont des questions qui t'intéressent, je t'encourage vraiment à écouter l'interview de Stéphane Alix avec Vidal qui lui fait une interview sur la médiumnité. Donc voilà, si tu veux entendre parler de journalistes, des investigateurs, etc., plutôt que moi, eh bien, tu peux le faire et tu verras ce qui est dit. Donc moi, après avoir écouté ça, de toute façon, ça m'a donné... encore
plus la confirmation qu'il fallait que je fasse le test moi-même. Je suis quelqu'un qui teste les choses. J'expérimente par moi-même. J'adore écouter tout des tas de choses dans tous les sens. Je dis jamais non. Ou même si je dis non, finalement je reviens toujours au bout d'un moment et je finis par accepter l'expérience. Mais j'en tire des conclusions uniquement quand j'ai vécu l'expérience. Donc en général, je donne beaucoup de crédit. C'est pas que je suis naïve, mais je n'ai pas de raison de dire non sur le principe. Mais je ne peux le valider que si je l'ai vécu. Et je t'encourage vraiment à faire ça toi aussi. Donc cette séance n'a pas été du charlatanisme. J'ai eu rendez-vous en début février et puis par un concours de circonstances qui pour moi n'est jamais un hasard, cette séance n'a pas pu se faire et elle a été reportée. Et c'était à moi de choisir la date. Et je ne sais pas ce qui se passait, mais je n'arrivais pas jusqu'à ce que je repousse et je l'ai repoussé de plus de 3 semaines. Voilà. Et effectivement, j'ai appris plus tard que le mois de février, en ce moment 2026, est un mois très chargé en termes de modification planétaire. Et c'est pareil, ce sont des choses auxquelles je crois. Je pense sincèrement que nous vivons dans un système global et que les mouvements des planètes et des fluides, des énergies, quelles qu'elles soient, nous impactent les uns les autres. Et j'ai eu aussi un autre rendez-vous qui était extrêmement important et parce qu'il m'a apporté des connaissances que j'ignorais sur l'histoire de ma famille, de mes frères et sœurs, etc. Enfin, des naissances dans ma famille. Ce sont des choses que j'ai eu besoin d'abord de connaître, ensuite de les digérer. J'ai beaucoup pleuré, c'était catastrophique. Et ensuite, j'ai eu une forme d'acceptation et finalement presque du soulagement. Parce que c'est comme si j'avais enfin compris quel était ce secret de famille qui nous pesait tous dessus et donc aujourd'hui, il n'y a rien à faire, mais le fait de savoir ce que c'est, ça soulage. Voilà. Et j'ai eu besoin d'en faire en fait tout ce passage-là. Donc je comprends mieux pourquoi ce rendez-vous en fait a été complètement décalé parce qu'il fallait qu'il arrive en bout de course. Voilà, un peu l'introduction. Ce qui fait que pendant ces 3 semaines et demie, j'ai eu le temps de me rendre compte que j'avais rendez-vous avec ma soeur jumelle. Je pensais souvent à ça, je me disais, ah tu te rends compte, on va avoir rendez-vous toutes les deux, on va pouvoir se parler. Donc je lui parlais à ma soeur jumelle. Et je lui disais, si tu as quelque chose à me dire, s'il te plaît, dis-le moi. Ce n'est pas un rendez-vous que pour moi, c'est un rendez-vous pour toutes les deux. Il faut que tu puisses toi aussi utiliser cet espace de parole pour me dire ce qui compte pour toi et pas que moi avec toutes mes questions, etc. Donc j'ai vraiment eu le temps de me préparer moralement en fait et émotionnellement à cette rencontre. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas, je pense, prendre une date au hasard comme ça, sans se dire que c'est bien de lui accorder du temps. Et il ne faut pas le faire non plus dans une forme de boulimie, en te disant j'ai soif, j'ai faim, je veux savoir absolument ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'elle... Enfin, tout ça, quoi. Il faut simplement accepter. Moi, je le vois vraiment, je te le dis, je le vois comme une rencontre. Moi, j'ai jamais fait ça, mais c'est comme ça que je l'imagine, une rencontre chamanique. Tu vois, c'est le côté. Tu rentres dans une pièce très chaleureuse où tout est en sécurité. Toi-même, tu as fait ce qu'il faut pour être en sécurité. Moi, j'ai mis ma petite bougie, j'ai posé la photo de ma soeur à côté de moi, j'ai posé le téléphone parce que c'était une séance par téléphone. J'ai tout mis, les conditions qu'il fallait. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. J'ai jeûné plusieurs jours. J'ai vraiment très très peu. Ensuite, j'ai très très peu mangé. Je suis restée sur une diète. Je suis restée dans le calme. J'ai repris intensivement, on va dire, des exercices de yoga, des exercices de respiration. Enfin, je me suis vraiment mis en condition pour pouvoir accueillir cette rencontre. Parce que finalement, un contact défunt, c'est plus une rencontre que un vrai échange, comme une conversation avec des questions et des réponses. Bien sûr qu'il y a des questions et des réponses. Mais je veux dire, il y a
je pense qu'on est plus juste si on dit que on vient s'asseoir. Alors imagine, comme je te dis, dans cette pièce ou dans cet endroit, il y a comme un feu de camp au milieu. C'est comme ça, comme un feu de camp. Et, ou alors tu vas dire un poêle à bois, tu vois. Et on est invités tous à nous asseoir autour de ce poêle à bois, de ces flammes réchauffantes et rassurantes. Et je me vois comme ça avec la médium qui est assise déjà là et qui va nous appeler toutes les deux. Donc moi j'arrive, je m'assois à côté du poêle, la médium est là et puis elle va appeler ma soeur jumelle. Et ma soeur jumelle vient et elle s'assoit aussi. Moi je ne la vois pas, mais la médium la voit, elle me la décrit un peu, puis grossièrement on va dire, elle me dit plus des choses qui la concernent, sachant que la médium n'a aucune idée du tout de qui est cette personne-là. Et elle découvre donc que nous sommes sœurs et que nous sommes sœurs jumelles. Et que elle a donc une maladie et qu'elle est décédée avec la maladie du cancer. Elle a même trouvé quel type de maladie c'était, enfin à quel endroit elle avait eu un cancer, est-ce qu'elle avait 2 cancers ou pas. C'était la question qu'on se posait. Ma soeur avait eu un cancer du sein, mais aussi une métastase au niveau de l'os, de la hanche. Et en fait, on s'était posé la question et la médium me demandait si c'était un cancer de l'utérus, qu'elle n'était pas certaine. Enfin, elle a donc posé pas mal de repères au départ. Et puis, et j'ai senti comme une espèce de silence un peu gêné entre nous. Je dis entre nous trois parce que elle voyait que ben, ma soeur et moi, on se précipitait pas en fait pour se poser des questions l'une l'autre. Parce que c'est très difficile pour des jumeaux d'accepter que quelqu'un vienne au milieu. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé ça. Mais jusque dans cette situation-là, entre la mort et la vie, bah on reste des jumeaux pareils. C'est-à-dire que c'était pas naturel pour nous, c'était... Oui, je sais, tu vas me dire, ouais, mais moi aussi, avec mon défunt, ma défunte, on n'aimait pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne entre nous. Bien sûr, ça, je suis d'accord, ça marche comme ça pour tout le monde. Mais ma sœur et moi, on avait comme presque un langage secret. C'est-à-dire vraiment, c'était vraiment pas possible de se dire des choses intimes devant quelqu'un. Euh, et là, bah, on n'a pas le choix. Donc on est resté vraiment un petit peu comme ça, à tourner autour du pot. Et puis finalement, je finis par commencer à poser quelques questions. Évidemment, ce qui me taraude le plus, c'est de savoir comment elle a vécu son passage de la mort, entre guillemets. Comment elle a vécu la maladie, comment elle a vécu... je sais pas, j'ai un peu la tête vide là, j'ai pas toutes mes questions en tête, mais c'était un peu tout ça, c'est ce contexte-là que j'avais besoin de retourner voir. Et donc voilà, je vais t'abréger quand même l'histoire parce que sinon ça va être très long. Ça a duré quand même 1 heure. C'est pour te dire que ce que j'ai compris, mais alors ce que j'ai compris d'une façon certaine, presque, je te dirais même, j'ai l'impression d'avoir fait une sortie du corps. Alors pas sur le moment, hein. Sur le moment j'étais chez moi, j'étais pas assise par terre autour d'un poêle, j'étais assise sur mon bureau, j'étais en train de prendre des notes et tout, donc pas du tout ça. Mais vraiment, quand j'ai raccroché, quelques minutes plus tard, j'ai senti que je n'étais plus ici, que j'avais pris une hauteur que je n'avais pas d'habitude. Donc vraiment, j'ai eu l'impression que la connexion avec ma soeur jumelle et avec la médium m'a emmenée, malgré moi en fait, sur un plan plus élevé. Ce qui fait que même quand on a coupé, qu'on a raccroché, que chacun est parti chez soi, on va dire, je suis restée en l'air en fait. Tu vois l'image que je veux dire. C'est-à-dire que bah, c'est comme là, comme je te parle là maintenant, c'est juste que j'avais comme une vision plus large de la réalité. Donc c'est ce que les gens décrivent quand ils font des sorties du corps. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais d'ailleurs si toi tu as déjà vécu ça, j'aimerais bien que tu me le dises en commentaire. Ça vraiment c'est un sujet qui m'intéresse. Et en fait c'est cette impression de voir tout d'un coup les choses avec beaucoup de recul. Je regarde mon appartement, je regarde mon salon, je regarde ma cuisine
Et tout d'un coup, je me dis, mais à quoi bon? À quoi bon, en fait, se faire du souci tous les jours? À quoi bon se rendre malade pour les choses? À quoi bon, finalement, à quoi bon vivre aussi? Ça sert à quoi de vivre? Mais qu'est-ce qui te bloque, en fait? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être malheureuse tous les jours, tous les jours? Est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce que je reste à ce point accrochée à ce besoin d'être malheureuse? C'est fou ça. Je t'assure, ça fait vraiment comme ce que les gens décrivent dans les sorties du corps. Et ce qui fait que durant la séance et après la séance, moi ce que je présentais, je l'ai je pense déjà dit dans ces vidéos, alors, laquelle je ne sais pas, mais je présentais que ma sœur et moi, nous faisions un travail toutes les deux en parallèle. Je savais que, en fait, il n'y avait pas que moi qui devais bosser sur le deuil, bah, qu'il y avait elle aussi qui devait bosser. C'est juste que j'arrivais pas vraiment à me rendre compte. Je savais qu'elle devait affronter les événements de toute sa vie humaine, qu'elle devait revivre les émotions et qu'elle devait en gros méditer, comme on dit, sur sa vie, quoi. En fait, un peu pour en tirer les leçons. Tout ça, je le savais, mais je sais pas comment te dire. D'abord, j'avais pas la confirmation. Et puis en plus, c'était pénible parce qu'il y a ce côté aussi, je sentais qu'elle communiquait avec moi, mais que moi, je communiquais avec elle, mais qu'en fait, moi, je n'arrivais pas à l'entendre. Donc cette impression d'être toujours toute seule, de parler au vide, en fait, tout en sachant qu'elle est là. Donc tu vois, c'est un truc bizarre. Bon, là, j'ai la confirmation. Donc ce que je pensais était vrai, que ma sœur jumelle, en fait, dans le plan astral où elle était encore dans un niveau où elle n'était pas détachée de tout, quoi. C'est pas ce côté comme on dit, ah, la personne elle meurt, et paf, ça y est, elle a pris une telle distance, surtout, c'est comme devenu un sage, quoi. Non, c'est pas ça. Ça dépend en fait des gens. Mais si tu veux, il faut le voir un peu comme un ascenseur, la mort. Enfin, le passage de l'autre côté. C'est-à-dire que ce sont des niveaux de conscience. Bon, ça, on le sait tous à peu près, hein. Ce sont des niveaux de conscience. Comme d'ailleurs dans la vie humaine aujourd'hui, nous n'avons pas tous et toutes le même niveau de conscience. C'est comme ça. C'est pas que c'est bien ou c'est mal, c'est juste un fait. Nous n'avons pas tous accès. En fait, si, théoriquement, on a tous accès, mais on n'est pas tous venus pour ça. On n'est pas tous venus dans cet objectif de ça dans la Terre. Je commence à bégayer. Mais bon, tout ça pour dire que c'est la même chose de l'autre côté. Il y a tous les stades. Il y en a beaucoup qui parlent des stades affreux où il se passe des tas de choses. Ensuite, il y a les stades un peu intermédiaires. On ne sait pas trop. Voilà, c'est pas cool non plus. Et puis, il y a le stade astral et voilà, qui peut être déjà plus confortable. Et puis après, il y a ce fameux passage à la lumière. Passage à la lumière, c'est vraiment la frontière. Passage à la lumière. Et même dans le passage à la lumière, il y a aussi plusieurs étapes. Et donc ma sœur, Dieu merci, elle n'est pas restée apparemment dans des zones désagréables, mais en tout cas à l'heure actuelle, donc 3 ans plus tard, elle est à un niveau astral qui est déjà plus élevé, dans lequel c'est hyper agréable et confortable de vivre. Je dis bien vivre, je sais. Si toi tu es un petit peu sceptique, tu vas te dire mais de quoi elle parle? Ben oui, parce que l'âme, c'est l'âme en fait notre véritable corps. C'est notre véritable être. Le corps humain, on va dire, c'est comme une mauvaise blague, hein. Je dis ça, voilà, comme ça entre nous, mais le corps humain, c'est tout un projet, quoi. C'est un chantier sur lequel l'âme accepte de travailler. C'est comme quand, par exemple, tu veux aller voir le dentiste. Je sais, hein, ce sont mes images, t'es pas obligé de me croire, mais tu sais que c'est pas agréable, mon Dieu, d'aller voir le dentiste. Mais quel soulagement derrière quand tu ressors et que tu sais que tout va bien et que tu es tranquille, etc. Et bien, ce côté désagréable, agréable, c'est ça l'expérience de vie humaine. Tout est quelque chose et son contraire. Donc franchement, vouloir aller vivre ça, c'est chiant. Donc, la vie humaine, c'est un peu ça. C'est l'âme, elle dit, ok, je vais aller chez le dentiste, quoi. Donc elle y va. Alors elle y va pour sentir la chose et son contraire. Et ça dépend de son programme, qu'est-ce qu'elle a décidé de vivre.
la pauvreté, la richesse, la manipulation, la naïveté, je sais pas moi, tout plein de sujets que tu peux, la violence, la sagesse, enfin tout. Et donc, une fois que je me suis perdue dans ce que j'ai raconté, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'une fois que ma sœur est morte, elle a pu heureusement aller directement dans un plan confortable, on va dire. Bon, ça, c'est pas pour rien, c'est parce que j'avais fait aussi des choses pour ça. Elle-même croyait en un certain nombre de choses. Et en fait, la médium, quand elle me parlait, je voyais de quoi elle parlait. Donc en fait, elle avait même pas besoin de m'expliquer. Je savais à quoi elle faisait référence. Donc c'est si toi tu te poses la question de savoir si c'est la médium qui m'a raconté tout ça et que je me suis laissée embobiner la figure avec tout ce qu'elle m'a dit, non, c'est pas ça. C'est des choses que je connaissais déjà. Elle a utilisé des connaissances que j'utilisais déjà. Donc, c'est juste que c'est agréable d'être confirmé dans ce qu'on sait, quoi, et dans ce qu'on recherche, dans son investigation. Donc voilà, c'est pour ça que je te fais ce raccourci-là, entre ce qu'elle me répète de ma soeur jumelle et ce que elle me dit, elle, et ensuite ce que moi je comprends. Il y a un travail qu'on fait toutes les trois. Voilà, donc il y a énormément de choses, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que pour résumer, ma sœur a passé ces 3 années à apprendre, à guérir ses blessures. Et nous, on fait quoi sur Terre? Tu me le dis? On fait quoi d'autre à part ça? On est tous bourrés de blessures et on passe notre temps à essayer de les guérir. Voilà, c'est ça qu'on fait. Donc, quand on va de l'autre côté, ben, on a gardé son mental. En fait, le mental, il ne part pas avec la mort. Le mental reste vivant. On quitte le corps humain. En fait, c'est la seule chose qu'on quitte, c'est le corps physique. Parce que le corps émotionnel et le corps mental, ils nous accompagnent dans ce plan astral. C'est ça la grosse difficulté en fait. Parce que les personnes qui sont extrêmement attachées aux choses matérielles de leur vie, attachées euh, j'allais dire au niveau sentimental, tout ce qui est attachement. Par exemple, attaché à son quartier, à sa maison, attaché à la nourriture, à la drogue, attaché à la domination, attaché au pouvoir, attaché à son statut social, attaché à toutes ces choses-là. Eh ben, c'est dur. C'est dur parce que tout le travail consiste à faire le chemin pour se détacher. Et c'est ça qu'on appelle guérir ses blessures, c'est qu'à un moment donné, on finit par comprendre le pourquoi du comment, et bien en fait ça s'annule en fait. On ressent plus la colère. Et c'est souvent ça en fait qui nous attache, c'est toutes les émotions. Ça va être l'émotion de la jalousie, l'émotion de l'envie, l'émotion du sentiment d'injustice, l'émotion de colère. Euh, Toutes ces émotions en fait qu'on appelle dans le bouddhisme les, euh, les émotions perturbatrices. En fait, on les trimballe avec nous de l'autre côté. Et donc bah là, il y a un processus accéléré quand même, où il faut quand même guérir tout ça pour pouvoir passer à l'étape d'après, qui est donc le contraire de la peur, c'est l'amour. Et ressentir l'amour, c'est ressentir l'apaisement, être en paix, apaisé, parce qu'on n'a plus de colère, on n'a plus d'envie, on n'a plus de jalousie. Donc on est plus, en fait, on n'est plus dans la souffrance. Et ça, c'est quelque chose de très confortable. Donc c'est un peu le chemin qu'elle a fait ma soeur pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Et ça, je le savais vraiment. Intuitivement, je le savais que moi, j'avançais dans mon deuil. Mais mon deuil très terre à terre, très physique, dans le corps physique. Alors moi, je me posais des questions sur les objets, ces affaires personnelles, la place qu'elle a eue dans ma vie, la culpabilité, tout ce que j'ai pu faire, ce que je n'ai pas pu faire, etc. Alors que elle, ça allait plus vite parce qu'il y a un moment donné, elle a basculé sur un niveau où il fallait aller carrément travailler sur les émotions. Alors peut-être que c'est pour elle, c'est aller vite, j'en sais rien, mais je veux dire, on avait fait beaucoup de travail en bouddhisme avant pour travailler sur justement la compréhension des émotions perturbatrices. Donc il est possible qu'en arrivant de l'autre côté, elle a reconnu, elle a compris ce qu'on attendait d'elle. En fait, quand je dis attendait d'elle, évidemment, personne n'attend rien, mais c'est un peu une façon de parler.
Et en fait, ce qui m'a frappé dans ma sortie du corps, comme je l'appelle, c'est la différence entre elle et moi. À quel point, moi, ici, mon corps physique me pourrit la vie. À quel point cette réalité physique est vraiment un enfer pour moi. Parce que c'est à cause de ça que j'ai toutes ces conneries d'émotions, d'attachement, d'inquiétude. Que vais-je faire pour le futur? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que si, est-ce que ça, enfin tu sais, tu as plein de questions qui te, parfois qui peuvent te rendre malade sans que tu t'en rendes compte. C'est comme si ça tournait en arrière-fond dans ton inconscient, quoi, et c'est de l'inquiétude. Est-ce que je vais être malade, pas malade? Quand je faisais un tour dans ma cuisine et je me disais, mais je m'en fous. Si je veux manger ça, si je veux faire ça comme ça, si je veux me comporter comme ça, à partir du moment où c'est pas des trucs de fou. Mais détends-toi. Mais on s'en fout. Et tout d'un coup, ça m'a fait halluciner de me dire, mais on s'en fout. Vraiment. Parce que vraiment, tu vas quitter ce corps physique. Vraiment. Et qu'il n'y a aucun moyen que ça change. Donc, tant que tu es là, fais du mieux que tu peux, c'est tout. C'est tout. Fais du mieux que tu peux et arrête de t'accrocher là où il ne faut pas s'accrocher. Donc voilà. Le deuxième truc que j'ai vraiment compris, donc que ma soeur jumelle, donc le premier truc, ma soeur jumelle, en même temps que moi, marchait sur un chemin parallèle. Moi sur le corps physique et elle sur le corps astral. Voilà, c'est tout. Et pendant que moi j'essaye d'avancer dans mon deuil, elle aussi, elle a avancé dans son propre deuil pour accepter de se détacher de tout un tas de choses. Ce qui est resté, c'est l'attachement affectif avec son noyau dur, des personnes qui étaient très très proches d'elle, dont moi. Et c'est ça qui l'a retenu tout ce temps. Parce que moi, je lui ai envoyé au moins 2 fois des passeurs d'âme pour qu'elle puisse aller directement dans la lumière, dans en tout cas le premier niveau de lumière. Et en fait, elle a répondu, mais personne ne décide à ma place. Alors là, quand elle a dit ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, là je reconnais ma soeur jumelle, c'est même pas la peine. Elle n'a pas arrêté de me répéter ça pendant sa maladie. Elle a toujours voulu contrôler tout dans sa maladie, même quand elle était complètement dépendante. Et je dis ça en riant, mais c'est vrai que j'ai envie de hurler de colère et de souffrance quand j'y pense. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est de retrouver ma sœur. C'était elle qui s'exprimait comme ça. Il n'est pas question qu'on décide à ma place. Même, même au-delà de la vie, entre la mort et la vie, il y a ma sœur qui me répond la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la même attitude qui l'énervait, même au-delà de la mort, et elle me répond la même chose. Alors là, je crois que là, j'étais à genoux, complètement hallucinant. Parce que pendant les 2 dernières années de sa maladie, c'est clairement ce qu'elle m'a reproché en me disant, mais tu veux aller trop vite, tu prends trop de place, tu prends les décisions. Je sais bien que c'est toi qui dois faire les choses, etc. Parce que je ne peux pas bouger, que je ne peux plus me lever du lit, je ne peux plus rien faire. Mais mon cerveau marche, mes décisions marchent, je n'ai aucune altération cognitive. Donc arrête de faire les choses trop vite. Et vraiment, je le faisais parce que c'est pas pour l'embêter, mais c'est parce que voilà, j'étais moi-même noyée. Donc incroyable. Donc la première chose que je découvre, c'est ça, c'est qu'elle marche sur son chemin de deuil en même temps que moi, qu'elle est toujours avec le même caractère, parce qu'effectivement, elle a gardé le même tempérament, puisqu'elle a gardé son corps mental et son corps émotionnel, donc elle est toujours la même personne. C'est juste qu'elle a énormément mûri. Moi aussi, je vais dire franchement, je pense qu'elle n'a pas eu l'occasion de me dire, mais en fait, toutes les deux, on a énormément mûri. En 3 ans, sincèrement, je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Je ne suis pas la même personne qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, pendant qu'elle était malade. Je ne suis pas du tout la même personne. J'ai pris énormément de maturité. Et en fait, elle aussi. Donc on a mûri toutes les deux. Et aujourd'hui, elle est capable de dire et de comprendre des choses qu'elle n'était pas encore capable de faire. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est que ce chemin-là, il est indispensable pour pouvoir guérir, mais des 2 côtés. Donc ne crois pas que tu es tout seul ou que tu es toute seule sur ton chemin. Sache que ton défunt, lui aussi, il est en train de bosser sur le deuil. Donc en fait, on fait un peu une équipe. Hein.
c'est pas qu'on va influencer le défunt, mais parfois si. Si on est tout le temps... si par exemple le défunt est très attaché à ses affaires et que toi tu as tout distribué, il peut en être affecté. Ou si au contraire, tu cristallises les choses, tu empêches l'énergie de rentrer, tu veux garder les choses telles quelles, une chambre qui ne changera jamais, ben en fait, ça lui pèse dessus peut-être à ton défunt. Donc, tu vois, en fait, il y a une influence quand même des deux côtés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je vois que la vidéo est longue, donc je vais faire ça en 2 morceaux. Tu vas avoir la suite de l'histoire dans la prochaine vidéo que je vais enregistrer aussi maintenant. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Déjà, avec cette première révélation de sortie du corps, du fait que le corps, il n'y a que le corps physique qu'on perd au moment de la mort et qu'on garde son tempérament et ses attachements après la mort. Dis-moi déjà ce que tu en penses par rapport à ça. Cette notion de marcher sur un chemin parallèle en même temps que nous on marche, on est sur notre voie physique et que notre défunt, lui, il est sur sa voie astrale. J'aimerais vraiment beaucoup savoir si ça t'a aidé, si ça t'a intéressé cette vidéo, parce que pour moi, c'est vraiment un pur bonheur, quoi. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo et prends soin de toi en attendant.